Bonjour à toutes et à tous, rencontre aujourd'hui avec le boss de Live Music Production, l'un des principaux acteurs dans l'organisation de concerts, de spectacles en Suisse romande. Bonjour Michael Driberg. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission pour parler de l'évolution des métiers de l'événementiel à travers le temps. Michael Driberg, on arrive gentiment à la saison des festivals. La question qui est sur toutes les lèvres, comment ça va se passer ? Mal. Non, j'espère que ça va bien se passer. En fait, on ne sait pas. On attendait les annonces du Conseil fédéral pour nous dire si oui ou non il y avait un espoir de jouer et s'il y a un espoir, dans quelles conditions. Et puis comme c'est devenu une spécialité en Suisse, c'est qu'on n'annonce rien. Donc on doit travailler sur 3 ou 4 scénarios différents. Peut-être pour rien, ça ne me gêne pas, mais ce qui me gêne, c'est de devoir travailler sur des scénarios différents. On ne peut pas vraiment faire notre métier correctement. C'est un peu étonnant parce que tous les autres pays en Europe ont fait des annonces, ont donné des calendriers, ont donné des conditions. On accepte tous le jeu, que peut-être que ça ne servira à rien. Au dernier moment, il faudra tout annuler, mais au moins, ça nous permettrait de travailler. Donc nous, on travaille comme si on allait faire le festival et on espère qu'on pourra le faire. Oui, rien de spécial sur le site de Sion sous les étoiles. Ça aura lieu en juillet. C'est en gros l'édition 2020 qui sera reportée en 2021. Les mêmes artistes, ils ont tous confirmé ? Ils ont tous confirmé. Sans aucune exception, très sincèrement, la journée rock avec Deep Purple et des groupes anglo-saxons, je ne pense pas qu'elle aura lieu parce que ça, il ne faut pas rêver. Donc, on va le reporter à l'année d'après, mais on espère pouvoir sauver les 3 jours francophones. En même temps, on dépend beaucoup des festivals français aussi. Mais maintenant, les Vieilles Charrues, les Francopholies, Printemps de Bourges ont tous annoncé qu'ils joueraient. Donc, il y a peut-être un espoir. Oui, non. Peut-être. C'est fatigant à entendre quand on est à la tête d'une grosse chaîne de logistique quand même. Qu'est-ce que ça implique au niveau logistique de reporter un festival à l'année suivante ? Alors là, c'est vraiment nerveusement. Financièrement, ça ne change pas grand-chose pour nous. On pourrait l'annuler aujourd'hui, on ne perdrait pas d'argent. Si on l'annule une semaine avant ou 2 jours avant, on va perdre des millions. Donc voilà, ça c'est un peu une décision qui est difficile à prendre, mais on la prend. Nous, on est prêt à jouer le jeu et à risquer de perdre de l'argent pour jouer ce festival. Encore faut-il qu'on ait les bonnes règles. Ce qui semble se préciser, c'est que ce sera ce fameux passeport vaccinal, fameuse application, enfin tout ce qui ne marche pas pour le moment, mais on espère que d'ici l'été, ça marchera et qu'on pourra exiger des gens qui viennent au festival une preuve qu'ils sont négatifs. Alors, ce n'est pas forcément le vaccin. Pour nous, ce serait le vaccin, ce serait un test PCR qu'ils ont fait 2 jours avant, comme si on part en vacances, ou on serait équipé pour faire des tests rapides aux entrées. Et dans ce cas-là, on aurait un festival avec que des gens testés ou que des gens vaccinés. Et on espère qu'on peut faire la fête à ce moment-là. Une capacité, une jauge diminuée au niveau des spectateurs ? On accepte aussi l'idée que la jauge serait... Nous, on part du principe qu'elle serait à 50%. C'est à 100%, bah, tant mieux, mais on travaille sur des scénarios à 50%. Alors ça veut dire réduire tous les coûts, y compris les coûts des cachets des artistes, mais tout le monde est prêt à jouer le jeu. Donc c'est faisable. On a encore une petite problématique, c'est le port du masque. C'est-à-dire si, malgré que les gens sont tous négatifs, on nous impose que les gens doivent garder le masque, on ferait une 2e partie du festival, on doublerait le festival pour qu'on garde le masque pour regarder les concerts, et puis on va sur une autre partie, un village entièrement assis, on peut enlever le masque pour manger. Pour ce qui est de la salle métropole, des autres concerts qui étaient prévus en Suisse romande, où est-ce qu'on en est maintenant ? Elle est vide, elle résonne. On attend depuis une année d'y remettre quelque chose. Mais là, je vous donne l'exemple de la salle métropole, il est intéressant puisqu'on a l'orchestre de chambre de Lausanne qui joue, et puis ils viennent de nous faire des réservations pour 500 écoliers, alors que normalement, tout est fermé. Donc moi, j'ai évidemment vérifié avec le Conseil d'État vaudois en disant que c'est ce cirque, 500 écoliers, alors qu'on peut mettre personne dans les salles. Et puis en fait, l'argument, c'est de dire les dérogations sont faites parce que les écoliers, apparemment, sont quotidiennement testés. Bon, moi, j'ai 2 enfants qui sont dans les écoles vaudoises, ils n'ont pas été souvent testés. Mais enfin, disons, et c'est avec cet argument qu'on nous dit, on peut mettre 500 écoliers qui viennent voir un concert classique. Donc, je ne vois pas pourquoi on nous évoquerait un autre argument pour un festival. C'est-à-dire, si tout le monde est testé ou vacciné, je ne vois pas ce qui empêcherait de mettre le public sur le festival.
Si on prend l'exemple de la salle Métropole, il était prévu de l'équiper avec un système vidéo pour avoir des manifestations en streaming live. Ça a la cote en ce moment. Quel regard vous avez sur ces événements en direct qui génèrent quand même un gros chiffre à travers le monde? Alors les gros événements, c'est incroyable les chiffres que ça génère, évidemment, qu'on n'est pas sur ce marché-là. Juste pour donner une ordre d'idée, il y a le dernier concert de streaming qu'il y a eu depuis Dubaï. C'était 500 000 vues, des billets à 49 $. Dernier concert de BTS, les Coréens, c'est 900 000 billets vendus. Ouais, c'est des chiffres astronomiques. Et donc ça génère de l'argent, mais c'est aussi des coûts astronomiques. C'est des vrais concerts qui sont montés avec 40, 50 caméras de streaming, des réalisateurs. Enfin, c'est des millions d'investissements. Donc c'est un marché qui va se développer. Indépendamment d'un retour à la normale avec la pandémie. On avait déjà pris le chemin sans s'en rendre compte. Petit à petit, les grands groupes venaient de moins en moins pour prendre l'exemple de la Suisse, ils venaient de moins en moins en Suisse. On a 4-5 gros groupes internationaux qui viennent en Suisse par année, même avant, alors qu'il y en a 40 qui pourraient venir. Donc ça, c'est un changement. Pour la salle Métropole, on vise plutôt, je dirais, le milieu de gamme. Il y a des artistes reconnus, mais pas des artistes qui remplissent des stades. Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est les jeunes. C'est-à-dire j'aimerais créer des plateformes qu'on mettrait à disposition des jeunes qui ne peuvent jamais se produire dans des vraies salles de spectacle comme ça. Si je prends l'exemple du rap, il y a toute une scène de rap incroyable en Suisse romande, puis ils jouent dans des tout petites salles, dans des caves, dans des salles de gym, etc. Nous, on aimerait bien les amener dans une vraie salle de spectacle et on sait très bien qu'ils ne peuvent pas remplir la salle avec leur public. Par contre, ils peuvent peut-être aller en chercher en streaming. Mais ils ne peuvent pas se payer non plus le streaming. Donc, on équiperait la salle. Quand ils viennent, ils appuient sur un bouton et puis au moins, ça part en streaming. Ça, c'est la solution pour réussir le streaming à l'échelle locale, en fait. À l'échelle locale, ouais, moi, je pense que c'est une solution intéressante parce que la révolution, c'est la même qu'on a vécue avec la fin des vinyles, avec la fin des supports physiques. Et puis aujourd'hui, on voit bien que ce qu'on prédisait comme un malheur planétaire, c'est pas le cas. C'est-à-dire on a passé à un autre modèle et il y a des centaines de millions d'achats qui se font à travers Internet d'une façon légale, après avoir passé la façon illégale au début. Et puis ça fait vivre des artistes dans le monde entier. On a pas mal d'événements qui sont donc diffusés en direct, mais pourquoi pas en replay? Est-ce qu'un Netflix du spectacle, de la chanson aurait sa place selon vous en Suisse? Moi, je crois pas. Moi, je crois que l'émotion qu'on a par le direct quand on est dans une salle, on pourrait le retrouver par du direct quand on est en streaming. Mais je pense pas que les gens vont se lever au milieu de la nuit pour voir le jeune groupe de rap dont je parlais, qui connaissent pas vraiment si c'est à 10h du soir. Voilà. Par contre, si c'est un vrai rendez-vous en live, c'est eux-mêmes qui vont faire leur promotion. Ils vont parler à leurs potes, ils vont leur dire, voilà, on passe à la salle Métropole, mais type, il est peut-être en Valais, il est à Fribourg, à Neuchâtel, il va pas venir jusqu'à Lausanne pour voir son concert, mais par contre, il va appuyer sur le bouton, puis il va le voir en direct. Puis moi, je crois beaucoup au direct, aussi par l'émotion que ça peut procurer sur le avant et après le moment où l'artiste est sur scène. C'est-à-dire depuis le moment où il arrive, où il mange, où il répète, il essaie ses costumes, et même quand il quitte la scène, fâché ou content. Enfin, c'est vraiment de faire vivre du début à la fin l'événement, peut-être même mieux que si on est dans la salle. Dans la presse, vous faisiez le parallèle avec le monde du football. C'est un peu la même chose? Oui, j'avais un repas avec Constantin, je lui vendais le streaming et je lui disais, mais regarde, tu devrais passer aussi tes matchs en streaming. Il me dit ouais, que ça m'amène de plus, mais j'ai dit, je sais pas, quand tu bottes les fesses de l'arbitre, tu pourrais t'exprimer tout de suite derrière en disant, merde, j'aurais pas dû faire ça. Enfin, on peut vraiment réagir en direct et je pense que l'ultime pour le foot, c'était de lui dire en direct, va dans les vestiaires, montre ce que les gens ont jamais vu. Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires à la mi-temps quand tout le monde s'engueule. Il faut qu'ils acceptent de montrer plus que ce qu'on voit réellement si on était en live. Michael Driberg, on vous connaît pour les festivals, les concerts, l'événementiel. Pourtant, votre carrière entrepreneuriale démarre bien loin des stars du rock, chez Duty Free pour être exact. Comment vous êtes arrivé chez Duty Free ?
Ah, c'est vieux tout ça. Non, c'est vieux, c'était le début de l'informatique. Mais quand on se rappelle l'informatique, vous n'étiez même pas né. Hein. Probablement pas. C'était, Parce qu'on est de l'année c'était, de création de l'MP, donc on ah ouais, n'était pas nés. ouais, non. Non, c'était vraiment des cartes perforées. Hein, et il n'y avait même pas d'ordinateur dans les entreprises. Et on m'a téléphoné un jour en me disant, bah, écoute, si tu veux ce poste, tu peux y aller. Moi, j'entends informatique, tout ça. Je me dis, c'est nouveau. Non seulement ça doit payer, mais ça doit être sympa. Alors, ça payait pas et c'était pas sympa du tout. Parce qu'on passait notre journée à encoder des cartes. Et tout ce qui se passait avec ces cartes, c'était à Zurich où il y avait un seul ordinateur. Et c'est lui qui faisait tout et qui nous ramenait des rapports imprimés. C'était vraiment le tout début. Mais comme c'était le tout début, sans avoir aucune formation, en suivant des cours du soir, j'ai pu m'initier à la programmation. Et puis voilà, si je veux raccourcir le parcours, quelques années après, moi j'étais responsable pour toute l'Europe de ce groupe, qui a grandi en même temps que moi. C'est-à-dire c'est un groupe qui est né à Genève, qui est tout petit, avec des entrepreneurs à Hong Kong, qui ont créé les premiers magasins hors taxe au monde. Et puis quand je suis parti, c'était la plus grande boîte du monde en magasins hors taxe. Et évidemment, l'informatique a suivi. Donc, j'ai pu suivre cette évolution à une vitesse incroyable en parallèle de l'informatique et de la boîte qui m'employait. Et comme j'avais appris à programmer, ben, c'est moi qui ai commencé à développer leur système. Et puis, ce qui m'a amené à ma deuxième carrière et dernière dans l'informatique, c'est que je me suis rendu compte que les contrats d'entretien de ces machines coûtaient des fortunes. Et je me suis mis dans la tête de créer une concurrence à IBM. IBM qui, à l'époque, était la plus grande société du monde, 600 000 employés. Moi, j'étais tout seul. C'était un peu risqué. Hein. Mais voilà, et 9 ans après, j'ai revendu mon groupe qui était dans 7 pays et au groupe Thomson. Et c'est là où j'ai mis un pied dans la musique. Vous revendez votre groupe, vous partez directement dans la création de LMP, ou vous aviez déjà dans l'idée au moment où vous l'avez vendu de partir là? J'avais aucune idée, mais par contre, j'avais beaucoup de prétentions, je pense, parce que quand on a réussi une fois, on se dit qu'on peut réussir partout. Et puis, non, je me suis cassé la figure pas mal de fois en rentrant dans des sociétés qui existaient déjà, en pensant que j'allais de nouveau réussir. Et puis, c'est là qu'on apprend. Ça, Vous connaissiez quoi de l'événementiel en arrivant? Là, je n'étais pas un événementiel. Par exemple, la première boîte que j'ai rachetée, elle était dans les jouets. Quoi. Je me suis mis à faire on avait acheté une pluche, des jeux d'action foot, des balles magiques. Enfin, voilà, c'était un domaine que je connaissais pas du tout, mais qui m'amusait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par racheter une bonne partie de VSP, qui à l'époque faisait tous les concerts. Il n'y avait pas de concurrence. C'était l'époque des gros concerts aussi à la Ponstès, de Michael Jackson, de U2, de Pink Floyd. Enfin, tous les gros concerts, les grands groupes mondiaux venaient au stade de la Pontaise à Lausanne. Ensuite, j'ai racheté une partie du festival rock de l'Aisin, qui avait été aussi créé par VSP, et un journal qui s'appelait le Live. Et le Live, je l'ai développé, c'est devenu un journal musique-cinéma. Donc, il était recto verso. À l'époque, il n'y avait qu'avant-première dans les salles de cinéma. J'ai découvert qu'ils n'avaient aucun contrat pour être dans les salles de cinéma. Donc, j'ai shooté avant-première de toutes les salles et j'ai mis mon magazine, qui était un magazine vraiment dans les salles, qui parlait de cinéma. Puis on le retournait, il parlait de musique. Et voilà, ça a été mes premiers pas vraiment sérieux dans ce domaine musical. Et ce qui m'a permis d'écrire sous des pseudos dans le journal et que je pouvais écrire ce que je voulais, ça m'amusait beaucoup. Et Vous saviez quoi? Par exemple, si je voulais critiquer les artistes, je pouvais les critiquer, même si c'est moi qui les produisais, puisque personne ne savait que c'était moi. Donc, c'était assez sympa. Et puis, pour finir, c'est La Munière qui avait le groupe Eddy Press, qui est arrivé dans mon bureau un jour, qui m'a dit « Je veux racheter votre journal ». Donc, je lui ai vendu le journal. Mais je suis resté dans la musique. Justement, la musique, est-ce que ça, en y travaillant, est-ce que ça représentait l'image que vous aviez du showbiz, des concerts, des stars du rock, ou alors pas du tout? Il y a eu plusieurs étapes. La première étape, elle était catastrophique, parce que je venais d'un milieu où il y avait quand même des marges, on pouvait en vivre, etc. Et là, je suis arrivé dans un milieu qui est que de l'émotion, les calculs, on ne connaissait pas, il n'y avait pas de comptable dans les sociétés, enfin, c'était invraisemblable, mais ça brassait tellement d'argent. Et c'était une
période un peu bénite pour ça, puisqu'on pouvait mettre en vente des stades à 50 000 personnes, et puis en 2 jours, c'était complet. Donc, il n'y avait jamais de problème d'argent, de trésorerie. Mais je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas très bien ce qu'ils gagnaient, parce qu'il y avait un tel mouvement de vente de billets, etc. Mais en fait, il n'y avait pratiquement pas d'argent à gagner. C'était vraiment que de l'émotion et du plaisir. Je me suis dit quand même, c'est pas que je veux vraiment en gagner, mais j'aimerais pas non plus systématiquement perdre de l'argent, parce que c'est pas un bon moyen de pérenniser l'histoire. Et en analysant ce qui allait pas, il y avait 2 problèmes principaux. Le premier, c'est qu'il y avait une taxe sur le spectacle à Genève qui s'appelait le droit des pauvres. Il coûtait 14% à l'époque, donc c'était impossible de gagner de l'argent, puisque personne gagnait plus de 14%. Donc on a fait une votation populaire. Et très intéressant d'ailleurs de créer une votation populaire, et on a gagné. Du jour au lendemain, ça a été supprimé. Et puis l'autre problème, c'est qu'il n'y avait pas de salle de spectacle. Donc on faisait tous les grands spectacles dans les patinoires, dans les stades de foot, mais rien n'était équipé pour accueillir des concerts. Et c'est de là qu'est né le projet de faire le Zénith à Genève, qui est devenu l'Arena, puisque on a été attaqué par le Zénith qui ne voulait pas qu'on utilise leur nom. Donc, on a appelé la salle l'Arena. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a fait un concours pour trouver le nom de l'Arena. Et on a reçu des dizaines de milliers de noms, parce qu'on promettait une année VIP à tous les concerts, etc. Et pour finir, moi, j'ai opté pour l'Arena, parce que je trouvais que ça collait bien. Ça aurait été Geneva Arena pour les congrès, tout Arena tout court pour les spectacles. Et ensuite, je suis parti au Canada pour la première fois. Et là, je me suis dit, ils m'ont piqué mon idée. Il y avait des arénas partout, parce que je n'avais pas réalisé que toutes les salles s'appelaient Arena. Voilà, c'était pas très original, mais je le savais pas. Et là, c'était le début. Un projet que tout le monde a décrié. Tout le monde a dit, c'est pas possible, il n'y a pas besoin d'une salle comme ça. Ben, je suis quand même très fier aujourd'hui que 25 ans après, c'est une salle qui a toujours gagné de l'argent, qui n'a jamais été subventionnée, qui a remboursé. C'est le seul cas en Europe d'une salle de spectacle qui rembourse sa construction. Donc voilà, c'est une réussite. C'est pas forcément une réussite architecturale, parce qu'on était couiné sur un tout petit bout de terrain qu'on nous a donné, mais en tout cas une réussite parce que ça répondait à un besoin. En temps normal, hors Covid, quelle marge on fait quand on est l'organisateur d'un concert avec une rockstar qui vient se produire dans un stade? Alors, sur 80% des spectacles, on peut gagner quelques dizaines de milliers de francs, mais on peut aussi les perdre. Et il y a une règle qui est assez bizarre, c'est qu'on va plus perdre que gagner. Alors, on va plus souvent perdre sur des concerts que gagner. Alors, vous allez me dire, mais alors comment vous faites? Alors, il faut des sponsors, parce qu'il n'y a pas de miracle quand vous faites du spectacle. Soit vous êtes subventionné, vous êtes dans le public, soit vous êtes dans le privé, il faut des sponsors. Si vous n'avez pas de sponsors, vous oubliez, parce que vous n'avez pas assez de marge pour tourner, pour payer les frais fixes, parce qu'en dehors du coût et du risque sur un spectacle, dès que vous faites des gros spectacles, il y a des grosses infrastructures, avec des bureaux, avec des comptables, des techniciens, des gens qui sont en fixe. Et puis après, là où il peut y avoir des grosses marges, c'est sur les tout gros concerts. Ce que j'appelle les tout gros concerts, c'est les stades de foot ou bien des arénas avec des stars planétaires, comme on vient de faire Bruno Mars. On a battu le record suisse avec Metallica, par exemple. On a fait 19 000 personnes à Palexpo. Alors là, évidemment qu'il y a des grosses marges, mais c'est la même chose. Il y a aussi des énormes risques. C'est-à-dire que je ne vous dirai pas qui, mais il m'est arrivé sur un stade de perdre 1 million sur un sort, ce qui veut dire qu'on peut aussi le gagner. Mais c'est une vraie loterie, quoi. Vous aimez le risque? On y prend goût. Et en même temps, c'est un métier. Je ne sais pas ce qu'on a envie de faire d'autre après. Là, on le voit en période de pandémie. On s'emmerde, quoi. J'ai pas envie d'aller travailler dans un bureau. Non, c'est un beau métier. Donc, mais il ne faut pas se faire griser, parce que ça peut être presque une loterie. Moi, je connais plein de gens qui ont été ruinés par ce métier. Plein. Parce qu'on n'arrive plus à s'arrêter. C'est tentant. Alors, une chose aussi qui est importante, c'est qu'on a diversifié il y a au moins 10 ans. Aujourd'hui, la musique représente que la moitié de notre chiffre d'affaires. Pour cette raison, et puis aussi parce que là où on pouvait faire les toutes grosses marges, c'est les artistes qui durent depuis 30, 40 ans, qui ont plusieurs générations de public qui viennent les voir. Ceux-là, il y en a de moins en moins. Et quels sont les artistes les plus rentables
dirais les francophones sont plus rentables que les internationaux parce qu'ils ont moins de coûts, quoi. Ils viennent avec des camions, et ils viennent de France, ils font une date en Belgique et puis en Suisse. Il faut voir une tournée internationale, les types viennent avec 600, 900 tonnes de matériel. Et Michael Jackson, c'était 2 Ziyushin pour le matériel. Après, il y a encore 200 personnes qui voyagent avec. Enfin, ça coûte une fortune. Et c'est pour ça qu'il y en aura de moins en moins, de toute façon. Parce que si nous, on gagne de moins en moins d'argent, c'est la même chose pour l'artiste. On a toujours l'impression que les artistes, ils gagnent des fortunes. Oui, il y en a une dizaine qui gagnent des fortunes. Les autres, c'est vraiment une passion. Michael Driberg, vous avez accueilli en Suisse tellement d'artistes, c'est plus simple de vous demander lesquels vous n'avez pas reçus, je pense. Ceux qui sont morts, Elvis Presley, les Beatles, j'aurais bien aimé les accueillir, mais non. Puis il y a des artistes qui étaient, maintenant le marché a un peu changé, mais qui étaient intouchables à l'époque. Mais on est quand même très fiers d'avoir fait les intouchables il y a une trentaine d'années. Michael Jackson, quand on l'a fait, c'était le plus grand artiste du monde. On l'a fait 2 fois à la Pontaise. Pink Floyd, c'était en 2 secondes, dans le monde entier, c'était plein. Pendant une semaine, les gens campaient devant le stade. Ça, c'est des choses qu'on revoit plus. Ça manque un peu. C'est vrai que maintenant, on doit faire des artistes qui explosent, mais qui n'ont pas forcément des longues carrières. Si on regarde dans le rap, par exemple, et notamment dans le rap francophone, il y a des gens qui émergent et puis tout d'un coup, ils disparaissent 2 ans ou 3 ans après. Alors, il y en a d'autres qui construisent des vraies carrières. Mais je sais pas, si je prends Maître Gims, il fait une carrière, enfin Gims maintenant tout court, il fait une carrière tout seul, il va faire une carrière avec son frère Dadju, il recrée Section d'Assaut. Enfin, voilà, ça c'est des vraies carrières qui se construisent. Mais c'est de moins en moins le cas. À partir de combien de temps on estime que c'est une vraie carrière? Est-ce que c'est en nombre d'écoutes maintenant sur Spotify? C'est plus vraiment en nombre d'écoutes de singles vendus. Mais à partir de combien d'années on estime qu'un artiste est en train de faire une belle, vraie, grosse carrière? Moi, je crois qu'il y en a bientôt plus. Parce qu'en fait, la vraie belle carrière, c'est celle qui dure 20, 30 ans, c'est la longévité. Aujourd'hui, on peut sortir un album. Je rappelle quand même que les premiers succès sur Spotify, les premiers à être vus à 1 milliard, c'était l'autre coréen qui chantait une connerie dont on se souvient même plus. Psy, qui avait dépassé le milliard de vues. Voilà, et ça arrive de plus en plus. Aujourd'hui, les plus grosses ventes, elles sont même pas sur le plus grand nombre de vues, elles sont sur TikTok. Et les artistes qui font des plus gros scores de vente maintenant, c'est ceux qui émergent de TikTok. C'est pas ça. S'il y a 1 milliard de gens qui sont potentiellement peuvent vous voir. Je me souviens même le scandale au début aux États-Unis quand les charts comptaient encore, où ils mettaient au lieu de donner un objet en plastique dans les McDo, ils donnaient un album. Et puis en 2 jours, l'album il était 10 de platine. Donc déjà, il y avait des moyens de faire artificiels, qu'on a l'impression qu'il y avait des carrières qui se construisaient. Mais c'est pas des vraies carrières. Le problème, c'est que TikTok, on connaît souvent les artistes sur un refrain, on connaît même pas forcément la chanson dans son intégralité, des carrières de plus en plus courtes. Est-ce qu'on n'a pas une industrie du disque, de la musique, qui crée des artistes Kleenex? Ouais, mais en même temps, quand on va dans un concert live, la magie est toujours là. Et tu vois là, si je prends, je sais pas, Adèle par exemple, qui avait fait aucune tournée, au moment où elle était au top mondialement, on espère qu'elle va en faire une maintenant qu'elle ressort un album, mais elle a une artiste qui a fait aucune tournée, donc qui manquait pas au niveau des tournées, mais si tout d'un coup elle fait une tournée, mais en 2 secondes ça sera plein. En 2 secondes. Moi, quand j'ai mis en vente Metallica, on n'était pas sûr du nombre de personnes maximum qu'on pouvait mettre, parce que c'est jamais arrivé en Suisse. En fait, on se rend plus compte, mais 18 000 personnes, c'est plus grand que le O2 à Londres, c'est plus grand que Paris-Bercy. Il n'y a que 1 ou 2 salles en Europe qui sont plus grandes. Et on vendait à coups de milliers. Chaque fois qu'on rajoutait des billets, c'est vendu en 2 secondes, Et les gens sont là, ils sont preneurs. Parce que si on a assisté à un concert live, c'est incomparable. C'est incomparable parce que
Et pas seulement les concerts, les humoristes. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, mais c'est pas vieux, hein, il y a 15 ans, les humoristes ça se produisaient dans des théâtres. Aujourd'hui, des humoristes comme Foresti, comme Gad, comme ces gens-là, ils remplissent 4-5 fois l'aréna. C'est des rockstars. Parce que si une fois on va dans un spectacle d'humour et on rigole en même temps avec 5 000 ou 6 000 personnes, on n'a pas envie de rigoler tout seul sur son canapé après. On a les magiciens aussi qui se développent quand même pas mal. Bien sûr, nous à l'époque, on faisait même à Patineur de Malais, on faisait Copperfield. C'était des stars mondiales, la même chose, mais vraiment dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, c'est-à-dire que tous les domaines peuvent devenir de l'événementiel. Avec Zingaro, on reste un mois sous chapiteau, c'est plein tous les soirs. Ou notre plus gros succès qu'on a eu à Genève, il n'y a jamais personne qui a battu ce record, c'était 120 000 personnes pour le Cirque du Soleil. La première fois qu'on les a fait avec Saltimbanco, le Cirque du Soleil, c'est des millions de gens qui vont voir le Cirque du Soleil. Mais on est très proche du concert, hein. C'est toute la musique live, tout est fait en live avec des artistes. Ça mélange plusieurs arts. Il y a le cirque, il y a la musique, il y a la magie aussi. C'est pour ça qu'il y aura toujours un avenir pour le spectacle, parce que le spectacle, ils arrivent toujours à se réinventer et à se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui plaît aux gens? Moi, je suis en train de réfléchir au Top Chef. Aujourd'hui, les restaurateurs vedettes, c'est des stars. C'est des stars comme un rocker. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Je vais bien trouver quelque chose. Et je suis sûr que si je fais quelque chose avec eux, bah, j'aurai aussi 10 000 personnes qui viendront les voir. Donc, il faut être créatif. Il faut être créatif. Michael Driverg, donc vous êtes à la tête, on le rappelle, de Live Music Production, de Sion sous les étoiles et de la Salle Métropole. À ce jour, on dénombre plus de 2000 manifestations annulées. Est-ce que vous croyez encore au festival comme on le connaissait avant la Covid? Je dirais que c'est pas très grave, en fait, s'il ne revient plus comme avant. Moi, je ne sais pas très bien s'il sera comme avant ou pas. Mais c'est presque un oreiller de paresse qu'il revienne comme avant. Là, on est en train de se réinventer, de chercher plein de solutions pour répondre à cette crise. Mais je me dis qu'il y a des solutions qui sont peut-être mieux que ce qu'on faisait avant. Je prends un exemple. Une des difficultés qu'on a maintenant, c'est de se dire on ne pourra pas manger au bar parce qu'on a le masque. Donc, il faut qu'on trouve un moyen d'asseoir les gens ailleurs, etc. Donc, a priori, on se dit, ouais, mais un festival où on ne peut pas manger son kebab en regardant le concert, c'est plus un festival. Et après, en travaillant sur les solutions, on se dit qu'après tout, et en les testant, hein, qu'après tout, ce sera peut-être mieux après. Parce que nous, on imagine, parce qu'on n'a jamais changé notre concept, que ça fait plaisir aux gens de manger leur kebab debout devant le concert. Mais c'est peut-être pas ça qui leur fait plaisir. Peut-être ce qui leur fait plaisir, c'est d'avoir des places assises ailleurs, plus tranquilles, qu'ils puissent rentrer bien plus tôt sur le site au lieu de faire la queue pendant des heures. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de rentrer bien plus tôt sur le site? C'est que les artistes font des répétitions encore. Mais si le site où ils peuvent s'asseoir et manger est séparé, on pourrait déjà les faire rentrer sur ce site-là. Et on pourrait mettre des groupes locaux qui pourraient jouer pendant ce temps, pendant qu'ils attendent. Donc, ça nous oblige à nous réinventer. Donc, ça ne me fait pas très peur que le modèle d'après ne soit pas le modèle d'avant. Vous avez dit que donc, vous aviez connu plusieurs révolutions tout au long de votre carrière. Donc, aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle révolution. Donc, Vincent l'évoquait aussi, donc, avec le digital, le streaming. Donc, est-ce que vous êtes encore prêt et est-ce que vous avez aussi l'envie de vous accrocher dans ce monde, dans cet univers de l'événementiel et d'accepter et d'aller et de suivre ces tendances? Ouais, moi je trouve ça passionnant d'abord parce que je viens d'informatique et donc je retrouve un peu mes premiers amours. Je trouve ça très frustrant parce qu'évidemment je suis largué. Donc c'est pour la première fois de ma vie, je vais devoir m'appuyer sur des autres sociétés qui ont cette maîtrise du digital et du streaming. Mais c'est passionnant, c'est une aventure passionnante qui va commencer. Vous dites dépasser, donc est-ce qu'on peut aussi dire que vous pouvez être dépassé à certains moments quand vous allez justement démarcher ou produire des artistes qui sont de plus en plus jeunes? Donc est-ce que vous connaissez des fois des conflits, on va dire, générationnels? Bien sûr, notamment avec
Le rap, par exemple, moi je connais bien le rap américain, mais je connaissais pas le rap français et surtout pas les nouveaux artistes qui sortent tous les jours. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité d'aller demander aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux gamins dans les écoles, de, de créer des groupes qui eux-mêmes vont questionner les jeunes. Mais c'est très difficile parce que eux-mêmes ils changent sans arrêt de goût et nous on doit programmer une année en avance. Si aujourd'hui je signe un artiste, je ne dirais pas le nom, ça va lui faire de la peine, mais à Sion on a voulu mettre un collectif, donc on a pris tous ceux qui avaient des millions de vues sur leur dernier tube, tous ceux dont les gamins fredonnaient les chansons à la récréation, sauf qu'une année après, c'était plus du tout ça. C'est ça qui est compliqué pour nous. Mais pour le streaming, moi, je veux juste dire une chose, c'est que on me dit toujours, mais comme si ça allait tuer la musique live, et je le compare toujours au sport. Dans le sport, c'est clair qu'il n'y a pas de comparaison. Vous allez voir la finale de la Coupe d'Europe, et donc vous êtes dans le stade en train de chanter et puis de boire des bières, c'est incomparable. Mais vous êtes que 60, 100 000 à pouvoir le faire. Puis il y a des millions de gens qui ne peuvent pas le faire. Donc ceux-là, ils sont bien contents de voir ça en direct à la TV. Ben, le streaming, c'est rien d'autre. Même si demain, je ne sais pas, YouTube vient à la Praille, ben, il y aura 30 000 personnes qui pourront le voir, puis il y a 6 millions de personnes en Suisse qui ne le verront pas. Donc le streaming, c'est un complément, ça remplace pas. Et donc, pour finir, est-ce qu'on peut compter sur vous, Michael Drieberg, donc pour nous mettre encore des étoiles plein la tête? Mais oui, parce que moi, je m'arrête de vivre, quoi. Je trouve que cette période qu'on vit, elle est tellement incroyable, dans le sens qu'elle nous fait tellement sentir qu'on ne peut pas être vivant sans tout ça, quoi. Sans ces relations sociales, sans ces sorties, sans avoir quelque chose à faire d'autre que d'aller travailler et dormir. Et si nous, on a un boulot qui peut participer à ça, c'est génial, parce que les étoiles, c'est pas moi qui les ai, hein. Sincèrement, chaque fois qu'on organise quelque chose puis que les gens sortent. Je parlais de Metallica, j'avais 18 000 rockers avec les vieux t-shirts qui dataient de 40 ans, 50 ans, qu'ils ont ressortis. Mais les types, ils viennent, ils vous embrassent, quoi. C'est incomparable, quoi. C'est un beau métier. Merci, Michael Drieberg. Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. À bientôt. À bientôt. Pour des étoiles plein les yeux, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.